Bonjour Michael, merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Peux-tu te présenter en quelques phrases? Bonjour Stéphane, merci de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Michael Gisquet, j'habite à Bruges, je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis investi dans ma ville, dans différentes associations et je suis ici avec plaisir et j'accepte avec plaisir votre invitation. Alors, on va parler musique. Quelle place la musique occupe-t-elle dans ta vie aujourd'hui? Simple respiration personnelle ou véritable discipline quotidienne? C'est une respiration hebdomadaire, je dirais. Quotidienne, non, parce que je n'en ai pas le temps. Mais dans tous les cas hebdomadaire, oui, parce une fois par semaine, on se réunit avec notre groupe de rock'n'roll. On fait une répétition sandwich. Donc entre midi et 14 heures, on mange, on joue, on s'amuse et on repart dans notre vie De tous les jours? de tous les jours de professionnels. Alors, il y a bien eu la répétition alors? Il y a bien eu la répétition hier, tout à fait. On s'est attelé à des morceaux qui sont très difficiles pour nous, parce que des fois la technique nous manque un peu. Quel a été ton premier contact avec la création musicale? Un instrument, une émotion, une rencontre? Alors mon premier contact, je pense que ça a sûrement déjà dû arriver dans le ventre de ma mère, parce qu'on est dans une famille de musiciens, et donc à un moment déjà je devais entendre la musique. Mais le souvenir le plus fort en fait que je garde, c'est celui d'un enfant qui est dans son lit. C'est le samedi matin, il est bien, il se repose, il entend qu'il y a un peu de bruit dans la maison et il entend son père qui joue au piano. C'est un réveil assez banal. C'est peu banal ça. Ouais. C'est très intéressant même. C'est un réveil qui ramène des souvenirs heureux de l'enfance. Cette musique qui est réconfortante, qui est inspirante, qui nous donne envie de profiter du présent Et surtout du samedi matin. et du samedi Et matin. du petit déjeuner qui doit être copieux avec ça. Te souvenez-tu, excuse-moi, du moment où tu t'es dit je pourrais partager ma musique, pas seulement l'écouter? En fait, je pense pas qu'un jour je me suis dit je pourrais la partager. Je pense que j'ai toujours vécu la musique comme quelque chose qui se partage. Et en plus, l'instrument que je pratique, la batterie, c'est un instrument qui est, euh, qui est destiné à être partagé avec d'autres personnes, qui est destiné à vivre avec d'autres musiciens. Il a peu de pertinence tout seul. Donc en fait, pour moi, la musique, ça a toujours été une logique de partage. C'est quelque chose qu'on fait ensemble pour les autres et qu'on partage. Comment décrirais-tu ton univers sonore à quelqu'un qui t'a jamais entendu? Alors mon univers sonore, c'est très rock'n'roll. Voilà, c'est ma génération, voire peut-être même un peu celle d'avant. Mais j'aime beaucoup le rock'n'roll, j'aime beaucoup les groupes de rock aussi avec des voix. Mhm. Et je me rends compte que dès que je sors un peu de cet univers, j'ai moins de plaisir. Ah, je te comprends. Qu'est-ce qui t'inspire le plus quand tu composes? Les lieux, les gens, les silences ou les tensions du quotidien? Ce qui m'inspire, c'est plus les pensées intérieures. Voilà. Ce que, Comme, comme un journal intime, par exemple? Comme un journal non intime, comme un journal intérieur où en fait ce qu'on a vécu, ce qu'on a rencontré, les discussions qu'on a eues avec les gens, en fait elles nourrissent une réflexion. Et au bout d'un moment, la musique, elle permet en fait d'exprimer cela. Elle permet de mettre des mots sur les sentiments, sur les impressions, sur les idées qu'on a reçues. Tu es dans un groupe 4 mètres carrés, c'est Oui, ça? c'est ça. Comment s'est passée la rencontre et comment s'est passée la rencontre et d'où est venue l'idée de vous produire et de faire connaître votre musique? Alors la rencontre, c'est une rencontre de papounets hein, qui se croisent à la sortie de l'école. Et en fait, il y avait déjà deux copains qui jouaient tous les deux ensemble, guitare-basse. Ils auraient aimé être plus nombreux. Et en fait, un des copains me croise en déposant nos enfants à l'école et dit mais tu fais pas de la batterie, tu voudrais pas venir voir? Je suis venu voir, on a commencé à jouer. Il y en a un quatrième qui s'est rajouté. Et comme on était dans une cabane de jardin et que c'était pas très grand, quelqu'un a eu l'idée de s'appeler les 4 mètres carrés. Ce qui a changé, c'est qu'on a eu un cinquième qui est arrivé, un pianiste, mais Mais- par nostalgie, on a gardé les 4 mètres carrés. Ah, je pensais que ça allait prendre un peu plus, ça allait devenir un peu plus Non, grand. non, non. 5 mètres carrés. Alors, effectivement, tu disais tout à l'heure que les répétitions se faisaient ponctuellement un vendredi, hebdomadairement un Mm. vendredi, mais tu as un métier, tu as une famille,
tu as un engagement qu'on verra tout à l'heure. Comment vous trouvez la place pour créer? Alors, on a des problèmes à trouver de la place, de façon générale. Que ce soit nous, je crois que c'est, ou d'autres, hein, c'est un peu notre époque. On a du mal à trouver la place. C'est pour ça qu'en fait, on a pris cette formule entre midi et deux. On mange, on joue, on arrive, on repart. C'est tellement difficile aujourd'hui dans ces vies où tout le monde court. Les parents courent, les enfants courent, tout le monde court après le temps. Et je pense qu'il faut se donner des rituels si on veut arriver à développer un peu notre côté musical et artistique. Parce que sinon, on a toujours une bonne excuse pour pas faire, en fait. Qu'est-ce que la musique te permet d'exprimer que tu ne peux pas dire autrement? La musique, elle permet d'exprimer les sentiments. Même si parfois on va faire des reprises et qu'on va reprendre les mots des autres, en fait, quelque part, par la musique, on exprime des choses qu'on n'a pas réussi à dire avec nos propres mots. Et on peut parfois utiliser les mots d'une autre chanson. On peut y mettre de son cœur et de son intonation pour dire ce qui vient du fond de nous. Et c'est vrai qu'on a peut-être l'impression d'être dans une société où tout est visible à travers les réseaux sociaux. Mais au final, ça montre, ça nous permet d'être plus sincères. Parce qu'au final, on se cache tous. Hein. D'ailleurs, regardez, j'ai mis un costume quelque part. Je me cache derrière ça. Et la musique, elle amène de la sincérité, elle amène de la profondeur, elle amène de l'émotion, du sentiment. Et c'est des choses qu'on cache beaucoup. Voilà. On est devenus des gens très rationnels, très mesurés. Chaque mot est compté, chaque émotion est contenue. Et donc, ça te libère vraiment, effectivement, ces moments de concert, ces moments de partage, ne serait-ce qu'entre midi et deux, lors des répétitions. Donc, ça te permet vraiment d'évacuer? Oui, oui, ça permet c'est comme une soupape de sécurité. Et même dans les concerts, c'est surprenant parce que souvent on introduit nos chants. On dit un petit mot, quelques mots avant la musique que l'on va chanter. On introduit pour dire l'état d'esprit dans lequel on est quand on le chante. Oui, je comprends tout à fait. On parle de double vie pour les artistes amateurs. Comment gères-tu la frontière entre intimité musicale et exposition publique? Alors, ma personnalité fait que j'ai pas cloisonné ma vie en fait. J'ai toujours été quelqu'un de plutôt entier quoi. Celui qui est au travail est le même que celui qui est à la maison, qui est le même qui est celui qui est au club de foot ou dans son expression artistique. Donc pour moi, c'est pas une difficulté de gérer entre guillemets ces dualités et ces vies très différentes. Mais je pense que je bafouille, pardon. L'expression musicale, en fait, elle nous pousse à la sincérité. Elle nous pousse à montrer qui on est vraiment. Et il faut s'y tenir, en fait, à ça. Sinon, on rentre dans un jeu de rôle, quoi. Mais je te comprends tout à fait. Dis-moi, on parlait de ton groupe tout à l'heure de 4 mètres carrés, bien que vous soyez 5. Et peux-tu me dire comment tu as vécu votre premier concert que vous avez donné? Comment je l'ai vécu? Je ne l'ai pas super bien vécu parce que la particularité des musiciens amateurs, c'est qu'on n'a jamais le son qu'on voudrait. Que ce soit en façade ou que ce soit dans nos retours, on a toujours une forme d'inconfort. Donc on le vit toujours avec un peu de stress, hélas. On le vit toujours avec un peu d'appréhension. Et même si on est des amateurs, même si on fait ça avec entrain et bonne humeur, on a toujours la volonté de satisfaire les gens qui sont là, d'apporter quelque chose de positif. Donc c'est pas spécialement une bonne expérience en l'occurrence. Alors dis-moi, quand vous jouez, quelle émotion vous essayez de transmettre? De l'énergie. De l'énergie. Naturellement, même si on l'a jamais formalisé, même si ça n'a jamais été une volonté, on transmet de l'énergie. D'ailleurs, dans les choix de nos musiques qu'on reprend et dans les choix de nos compositions, on retrouve toujours ça. C'est d'ailleurs des fois un débat entre nous, on se dit, il faudrait avoir quelques musiques un peu plus cool quand même. Mais c'est l'énergie qui ressort en premier. Oui. Tu disais tout à l'heure que ta musique, c'est un journal non intime. Est-ce que c'est une arme ou un refuge? Je pense que c'est une arme. Quand on n'a rien à cacher, on gagne en liberté. Quand on n'a rien à cacher, on n'a pas peur de ce qui est caché.
Quand on n'a rien à cacher, on peut être son vrai personnage. On n'a pas besoin de changer de costume selon les lieux et les circonstances. Donc non, c'est une arme. Si tu devais choisir un morceau qui résume ta sensibilité, lequel serait-il et pourquoi? Alors le morceau qui me tient le plus à cœur, en fait, c'est un morceau du groupe Toto, qui est Chi Danzem, mais qui est une musicale. Alors que j'aime beaucoup les voix, c'est un instrument purement musical. Et il est inspirant dans le sens où il est très dynamique, il est très encourageant, il donne presque l'envie de courir. Et techniquement, il est très intéressant parce que il oblige vraiment une synchronisation de tous les musiciens qui soient hyper carrés et ensemble, sinon il perd de son enthousiasme en fait. Ce qui m'amène à ma prochaine question, excuse-moi. Sur le plan artistique, qu'est-ce qu'il te manque? La technique? Le temps? La confiance, non, puisque effectivement vous avez déjà fait des concerts. La visibilité? Alors globalement, il nous manque tout, hein. On peut le dire. Mais la première chose qui manque, c'est le temps. Et aujourd'hui, le temps, les gens disent c'est de l'argent, mais c'est plus que ça le temps. C'est de l'énergie, c'est de la compétence, le temps permet d'acquérir beaucoup de choses. Et la première clé d'entrée, c'est le temps. Mais bien sûr, si on avait plus de technique, si on avait plus d'affinité artistique pour savoir jouer juste. Sans la technique, des fois, il faut savoir jouer juste en mettant un peu moins. On se rend compte que les grands artistes, ils font la même chose que nous, mais ils en enlèvent un petit peu et ça sonne beaucoup plus juste. Voilà. Alors une question, penses-tu que votre musique pourrait avoir un rôle social, culturel ou symbolique localement à Bruges? Ou bien même à Bordeaux, excuse-moi. Bordeaux, oui, tu nous donnes beaucoup d'ambition, je trouve. Mais de toute façon, la musique, elle a un impact qui est énorme en fait. Je ne pense pas qu'on mesure à quel point la musique et les arts nous impactent. Je pense qu'on ne mesure pas, c'est comme l'écho d'un caillou, je trouve, dans l'eau en fait. Hein. L'écho, en fait, il se répercute, même si c'est un petit caillou, l'écho se répercute très loin. Et on se rend compte que l'art, la musique, il se répercute dans nos vies, il se répercute dans nos pensées. Et donc, même faire un concert d'amateurs avec un public peu nombreux, les gens sont impactés par l'instant qu'ils vivent. Est-ce que c'est un instant heureux, c'est un instant de partage? Ils sont impactés par les paroles qui vont leur donner à réfléchir sur leur vie personnelle, sur leurs choix, sur même leurs pensées politiques. Donc l'art et la musique impactent, et beaucoup plus qu'on ne le croit et qu'on ne le pense. Alors, on parle de la musique, mais je sais aussi que tu es entrepreneur. Est-ce que ton métier est très différent de la musique? Qu'est-ce que ton activité professionnelle t'a appris et qui te sert aussi dans ta carrière? Attends, je reprends la question. Oui. Elle est un peu technique, celle-là. Ton métier est très différent de la musique. Qu'est-ce que ton activité professionnelle t'a appris et qui te sert aussi pour ta créativité? Alors, c'est un balancier parce qu'en fait, ce que j'ai appris dans le travail, que je peux mettre dans la vie artistique, est nourri par la vie artistique qui vient dans le travail. Et en fait, pour moi, il y a une chose qui revient, c'est écouter. Pour jouer, on a besoin d'écouter les gens qui sont avec, les musiciens qui sont avec nous. Et pour travailler, donc moi je suis principalement dans le commerce, on a besoin d'écouter nos clients. Et c'est vrai qu'on a tendance naturellement, d'ailleurs la technique est parfois un piège, on a tendance à foncer, se dire les gens vont nous suivre. Ce que je fais dans le bon tempo, ce que je fais est bon, ce que je fais est qualitatif, donc les gens vont me suivre. Et non, en fait, la première phase, c'est toujours d'écouter. Et dans le travail, plus j'avance, plus je développe aussi mes techniques commerciales, plus je me rends compte que la capacité à écouter pleinement les gens, parce qu'il y a écouter et écouter, hein. Vous savez, des fois on écoute, mais on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va répondre. C'est sûr. Donc là, en fait, déjà, on a perdu une partie de l'écoute. Et même souvent, là, on faisait un morceau là, vendredi, moi j'avais besoin d'abord de les entendre jouer pour arriver à trouver ma place. D'accord. Donc, tu as déjà répondu à la question suivante, c'est-à-dire qu'inversement, c'est réciproque en fait sur ce que tu as dit sur le travail par rapport à la musique. Je te remercie. Ton rôle d'entrepreneur façonne-t-il ton regard sur les gens, sur les besoins et les dynamiques de la ville? Ton rôle d'entrepreneur? Oui. Ça façonne? Oui, ça façonne parce que le métier que je fais aujourd'hui me met en contact. Moi, je représente des sociétés étrangères qui n'ont pas d'entité en France.
et je vends leurs produits. Donc oui, ça façonne parce que ça nous ouvre à des cultures et à des modes de travail qui sont pas les nôtres. Voilà. Par exemple, quand je travaille avec, je pense à une société allemande avec qui je travaille, il y a des organisations hiérarchiques très très courtes. Voilà. Nous, on a qu'on appelle vulgairement la secrétaire qui gère le secteur français, mais en fait, elle est plus que la secrétaire. Elle gère le secteur français et elle en a toute la responsabilité. Et un jour, on était face à un problème, je lui dis, mais c'était au début où je travaillais avec eux, je lui dis, bah, tu peux demander à ton responsable. Et elle me dit, mais j'ai pas de responsable. Et je dis, du coup, tu demandes à qui? Ben, il n'y a que le patron. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce côté où ils ont des hiérarchies très très courtes, très efficaces, très fonctionnelles, très opérationnelles. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là pour faire des réunions et du baratin. Il n'y a que des gens qui sont l'opérationnel. Mais ces choses-là m'influencent moi aussi sur mon mode d'organisation, mon mode de fonctionnement, m'influencent dans tout ce que je peux faire ailleurs dans le monde associatif, de dire en fait on a besoin d'avoir plus de gens opérationnels qui sont dans l'action que de gens dans le cérébral. Alors, je comprends. C'est vrai, c'est fort ce que tu dis. Mais dis-moi, si on enlève la musique, le travail, il reste... Il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors déjà, je rappelle à tout le monde qu'on est à Bordeaux, donc il nous reste les embouteillages. C'est quand même un facteur temps qui est non négligeable. Bien sûr, il reste la famille. La famille, les enfants, son épouse qu'on a choisie et qu'on veut garder. En fait, il y a une bagarre permanente entre toutes les activités. Oui, je comprends. On voudrait tous rallonger la journée, au moins la passer à 36 heures. Ouais, si on pouvait, ce serait bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager pour Bruges? Déjà, un concours de circonstances. En 2020, en fait, il y a une équipe qui s'est réveillée un peu au dernier moment avant les élections. Et je suis rentré dans cette équipe. Ça a été une belle aventure, une aventure humaine pour nous. Très enthousiasmante. Je pense qu'on n'a pas totalement saisi de ce qu'on faisait, des enjeux qu'il y avait, parce qu'on est parti très tard, pardon. Je crois que c'était 6 semaines avant le gong des élections. Donc il y a eu cette opportunité, cette rencontre qui a eu lieu. Et après, il y a l'engagement qu'on a en tant que citoyen, en tant que parent aussi dans la ville. Comme on vit pleinement la ville, on a envie d'y participer. Voilà. Surtout qu'on voit ce qui se passe en fait. On voit ce qui se passe, on vit ce qui se passe. Et on est plus souvent sur le terrain que ceux qui sont assis derrière le bureau. Tout à fait. Et on vit en fait la ville à travers aussi les enfants. Nous font beaucoup participer à la ville. Oui. Très clairement, il y a des choses à travers les écoles, le périscolaire, les associations sportives, etc., etc. Premièrement, on les a vécues à travers nos enfants. Donc c'est ça qui en fait a déclenché l'engagement. Ça a été une opportunité, le fait qu'on vive pleinement la ville et la volonté aussi de vouloir faire avec les gens. Okay. Au bout d'un moment, j'aurais pu rester chez moi avec les miens. Alors j'ai une question. Justement, quelle était celle qui t'a fait passer du statut de citoyen impliqué à celui de candidat pour la ville de Bruges? L'envie d'avoir... je vais faire du Johnny. On a le droit de citer le poète de Johnny. L'envie d'avoir envie. Déjà, il y avait l'énergie en soi de vouloir faire quelque chose. Quand on voit ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien, voire ce qui se passe mal, on a envie d'être à l'action. On n'a pas envie de subir toujours les choses et on n'a pas envie d'être commentateur. Ça, c'est vraiment la première chose. Je pense que l'énergie, quand on s'engage, il faut quand même, elle vienne de soi, elle vienne un peu des tripes. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai plaisir à faire avec les gens, en fait. Même quand ils ne sont pas d'accord avec moi. J'ai plaisir à construire, à co-construire, à faire avec les autres. Je n'éprouve pas de plaisir, comme pour la musique, à être dans mon coin, à travailler tout seul et à produire quelque chose aussi excellent soit-il. Ma nature fait que j'ai plaisir de faire avec. C'est même pas faire pour, c'est faire avec. Donc, si je comprends bien, la musique, le groupe que tu as, ton rôle, ton métier d'entrepreneur à l'heure actuelle, t'as façonné, je dis façonné. Oui. T'as façonné pour pouvoir effectivement te présenter. Oui. Et te mettre dans une autre position que les positions actuelles. Oui. On est la somme de nos choix. En fait, tous les choix que j'ai faits aujourd'hui, j'ai 46 ans, tous les choix que j'ai faits avant, en fait, s'accumulent et amènent à ce que je suis aujourd'hui. Et quelque part, l'accumulation que j'ai fait avant
Ben, c'est ça qui m'a amené à être candidat. Je suis la somme de mes choix, de mes bons et de mes mauvais choix aussi. Justement, tu parles d'accumulation. Dis-moi, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience dans l'opposition municipale? Frustration, apprentissage, conviction renforcée? Alors le premier mot, c'est frustration. Ça, il n'est pas propre à mon parcours personnel. Tous les gens qui peuvent vivre, c'est la frustration. Il faut être très clair, on a la main sur rien. On essaye de participer au peu qu'on peut et en fonction aussi de comment ceux qui ont le pouvoir réagissent, eh bien, on peut plus ou moins participer. Bon, nous actuellement, c'est difficile d'être participant dans l'action municipale. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a un petit chevalet au conseil municipal et donc il y a mon nom, Michael Gisquet, conseiller municipal. Et il y a quelques mois, même quelques années, ça m'avait tellement agacé qu'en fait, personne n'écoute les conseils que moi, j'ai barré conseiller. Donc, je suis juste un municipal. Et c'est rigolo parce que la personne qui doit s'occuper de changer les chevalets, avant, elle devait le réimprimer. Et parce que j'avais barré conseiller depuis quelque temps, elle a arrêté. Elle me laisse avec mon chevalet de simple municipal. Pour toi, quelle est la plus grande incompréhension entre les habitants et la politique locale? Je pense le manque de proximité. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une relation directe. On n'a pas besoin d'avoir un intermédiaire. Aujourd'hui, les gens, ils veulent dialoguer directement. Et dans les gens, j'en fais partie. Et d'ailleurs, tout le monde aspire à ça. On n'a pas envie de parler à quelqu'un qui va répéter à quelqu'un. On n'a pas besoin de répétiteurs, de facteurs. On a besoin d'être en direct. L'inconvénient du direct, c'est qu'aussi on prend les contents et les mécontents en face à face. Mais je pense que ça devient indispensable. On a une société avec un grand S qui se déstructure, qui se désolidarise. Et les politiques ont eu tendance à s'éloigner parce que on peut être face à une forme de violence. Quand je dis une forme de violence, ça peut juste être verbale ou même une tension. Mais je pense qu'il y a besoin de proximité. Comment concilies-tu ta sensibilité artistique avec l'action publique qui est souvent très rationnelle, technique, voire froide? Ce qui fait le lien entre l'homme politique et le musicien ou l'artiste, c'est l'écoute. Je pense que c'est quelque chose où on a tous besoin de progresser. Je fais la leçon à personne vraiment sur ce sujet, parce que plus c'est un sujet sur lequel d'avance, plus je réalise à quel point moi aussi j'écoute mal. Et la deuxième chose, c'est l'aspect sincérité. On a besoin de vivre des choses sincères dans les bons, dans les mauvais choix, dans les erreurs, dans les réussites. Il faut qu'aujourd'hui, on soit capable de dire à un habitant de la ville, même si ça a coûté cher et qu'on a dépensé l'argent, et leur argent et le nôtre, il faut qu'on soit en capacité de dire, oui, c'est vrai, ce qu'on a fait, c'est pas top. On aurait pu faire mieux. Oui, on a raté. Oui, c'est bien, et c'est dommage que tu ne reconnaisses pas, et je t'explique pourquoi c'est bien. Mais il y a besoin d'avoir cette sincérité. Avoir ce discours où on a fait, tout ce qu'on a fait est parfait, être dans, en fait, cette position défensive, qu'on peut tout savoir. Et dès qu'on nous fait un reproche, on dit mais non, mais non. Il y a besoin de remettre de la sincérité, en fait. Donc là, c'était le conseil municipal. Maintenant, on va parler de ta volonté de devenir maire et de ta vision. Donc, quelques questions, ça va prendre quelques minutes. Pourquoi vouloir devenir maire de Bruges aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui te manque? Et qu'est-ce que vous souhaitez apporter à la ville? Alors, maire de Bruges, je dirais, ça a été une somme de choix, ça a été un cheminement. Ça, je l'ai déjà évoqué. Ce qui me manque dans la ville et que j'espère pouvoir transmettre, c'est de la proximité. Et d'ailleurs, dans la première communication qu'on a fait, j'ai déjà mis mon téléphone et j'ai dit aux gens, contactez-moi. Je suis accessible, on est accessible parce qu'on a une équipe, bien sûr. Et on a besoin de ramener de la sincérité. La sincérité à tous les niveaux, c'est-à-dire au nôtre déjà, en tant qu'élu, de savoir reconnaître ce qui va et ce qui ne va pas, chez nous et dans nos actions. On a amené aussi à ceux qui sont en face de nous à être dans une posture de sincérité, parce que des fois, on rentre tous dans un jeu de rôle. Même celui qui est en face, par exemple, à qui on va avoir donné une subvention ou qu'on va accompagner dans un projet, lui aussi,
nous cache une partie de la vérité parce qu'il veut que pour la prochaine occasion, on puisse participer aussi pleinement financièrement, structurellement, etc. avec lui. Donc, il faut remettre de la sincérité dans nos relations. Et la sincérité aussi, c'est reconnaître ce qu'est l'autre. Je vous donne un exemple, on va prendre le sport. Aujourd'hui, les gens qui vivent le sport savent ce dont ils ont besoin pour le sport. Ce n'est pas à nous, élus, ce n'est pas à nous qui serons peut-être demain aux manettes, comme on dit, à décider ce qui est bon pour eux. Et c'est ça que je souhaite en fait pour la ville, c'est qu'on sorte d'une posture un peu de... Alors dans le commerce, on appelle ça les prescripteurs. Vous savez, un prescripteur, c'est celui qui fait une analyse et qui dit c'est ça dont tu as besoin. Quand on va chez le médecin, il nous fait une analyse et il prescrit quelque chose. Et on n'est pas là à chipoter de savoir si c'est le bon médicament ou pas le bon médicament. Et parfois, le politique s'est comporté comme un prescripteur. Il a fait une analyse, il a payé des bureaux d'études, des analystes, il les a payés, il a analysé et après il donne sa prescription aux habitants. Et la réalité, c'est que les habitants, ils vivent la chose. Les associations sportives, elles vivent le sport. Il faut qu'on sache réinverser les choses aujourd'hui. Ah ouais. Demandez d'abord aux habitants ce qu'ils ont besoin avant de demander à d'autres personnes. Ça ferait des économies, effectivement. Quel serait le premier geste symbolique que tu poserais le jour où tu deviendrais maire? Je voudrais annoncer des choses exceptionnelles et des idées brillantes. Elle est challengeante, cette question. Je suis le premier à avoir posé. Quelle forme d'humanité voudrais... Excuse-moi, tu n'as pas répondu. Je n'ai pas répondu, du coup. Alors la question, je dirais porte ouverte. Okay. Porte ouverte à la mairie, porte ouverte dans le bureau du maire. Okay. En fait, la mairie, c'est pas le bureau du maire, c'est pas le siège social de la ville, c'est la maison commune. Elle est à tous. Donc c'est porte ouverte. Venez voir ce qui s'y passe, venez voir qui est où, qui fait quoi. Venez vous asseoir dans le fauteuil du maire. C'est pas le sien, il n'en est pas propriétaire, il n'en est pas le détenteur. C'est le vôtre, il est celui de tous. Et si un jour j'y suis assis dedans, c'est parce que vous nous aurez donné votre voix. Donc on démontrait les portes d'Egon en fait. Ouais, toutes les portes sont ouvertes. Okay. Et je ne sais pas si vous l'avez connu, mais à l'époque, quand on allait chez le docteur, ça ne se fait plus maintenant avec Doctolib, hein, il y avait le docteur recevait 100 rendez-vous. Oui. Alors c'était un peu un piège parce que des fois, on poireautait 4 heures dans la salle d'attente. Et en fait, je voudrais que le premier mois, tous les habitants puissent venir à la mairie, voir, rencontrer leur maire sans rendez-vous. Ils arrivent, ils sont là. Alors, on ne peut peut-être pas les recevoir dans la minute qui suit, mais faire au mieux. Quelle forme d'humanité voudriez-vous injecter de la politique locale au-delà des dossiers et des budgets? J'ai déjà répondu quelque part. C'est remettre de la proximité, remettre de la sincérité. La proximité, c'est plus que construire des écoles, c'est plus que donner des subventions. La proximité, c'est savoir comment on va, c'est être présent dans les moments difficiles des familles, être présent aussi dans des moments de joie, savoir même participer aux obsèques des familles. Ce sont les gens, ce sont nos amis, ce sont nos voisins, on les connaît plus ou moins, et la ville, elle doit participer pleinement à tout ça. Il y a la fête, il y a la joie, mais il y a aussi les moments difficiles, et je pense que la proximité doit nous permettre de vivre tout ça ensemble. Comment imagines-tu Bruges dans 10 ans si tu pouvais dessiner librement son avenir? Si je faisais une photo idéale, une photo Walt Disney, je dirais pouvoir recréer des lieux de convivialité dans chaque quartier. Aujourd'hui, on est une ville, on est quasiment 22 000 habitants. On ne peut pas croire qu'on va tous se réunir au même endroit et passer un bon moment. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des lieux de vie, de convivialité accessibles à tous et dans chaque quartier. Un lieu où la maman, parce que son enfant est turbulent dans son appartement, elle se dit « bon, allez, on va aller à tel endroit ». Ça peut être un parc plus ou moins aménagé avec d'autres choses, plus que ça même qu'un parc. Et elle va dire « bon, on va aller au parc, il y a tes copains, il y a des amis, il y a du monde, on va aller sortir ». Ça serait aussi un endroit où une personne isolée, elle passe une mauvaise journée, ça peut être une personne âgée, elle se dit si je vais à tel endroit, si je vais au lieu de convivialité de mon quartier, il y aura du monde, je vais rencontrer du monde. Ça sera un lieu où quand on y sera, les gens pourront dire « ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tel. Il faudrait qu'on aille prendre de ces nouvelles de lui ». En fait, ce lieu de convivialité, il est appelé à devenir comme un lieu de solidarité. Et la deuxième chose que je vois dans 10 ans, c'est qu'il faut que
on soit une ville plus autonome. On voit qu'il y a un choc écologique, une urgence écologique, on voit qu'il y a des chocs énergétiques, on voit qu'il y a une incertitude de lendemain, et il faut qu'aujourd'hui on soit en capacité d'avoir des bâtiments municipaux, mais aussi que chacun individuellement, on retrouve une autonomie. Énergétique surtout, je pense, une autonomie aussi dans la gestion de l'eau. Et ça, il faut qu'on en soit capable dans les 10 ans qui arrivent. On avait commencé par la musique parce qu'effectivement, on t'avait invité comme musicien. La musique t'accompagne depuis longtemps. Comment peut-elle influencer ta manière de gouverner, ton écoute, ton rythme et ta vision du collectif? Il faut écouter pleinement, pas à moitié, ou écouter quand on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va répondre. Il faut faire les choses dans le rythme. Et pour moi, c'est un sujet très important, le rythme. C'est pas parce que je suis le batteur, et d'ailleurs, je suis pas toujours en rythme, mais c'est parce qu'il faut être attentif au rythme de l'autre. Et au rythme aussi de la nature, au rythme de la ville. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait tout, on est à 140 BPM, quoi. Il faut toujours faire tout vite, vite, vite. Et oui, il y a des choses qui doivent être vite faites, parce qu'il y a des urgences qui sont là, mais il faut aussi qu'on soit en capacité à baisser le rythme. Il faut qu'on soit en capacité à se mettre au pas de celui qui avance moins vite. Et alors nous, on n'est pas des peuples nomades, mais les peuples nomades pourraient nous apprendre ça, hein. Il y a un moment, on est obligé de ralentir le pas parce que les animaux, parce que les enfants, parce que les personnes plus faibles ne peuvent pas avancer plus vite. Oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre dans notre programme en fait, annuel de la ville. Ces temps de respiration, ces temps qui sont à part pour ceux qui sont plus faibles, qui sont plus fragiles, qui sont plus fatigués. Parce qu'on peut être des gens forts, mais on peut être fatigué. Et c'est ça aussi notre part d'humanité, c'est arrêter d'être des gens très structurants, très dans le process toujours, dans la méthode, etc. On est devenu une société très technicienne, et même dans notre rapport humain. Et on met de la technique partout. Voilà. Dans la vente, on a poussé la technique, les gens ne le savent pas, mais à des points incroyables. Un paroxysme incroyable. Ouais. Et on en perd notre humanité et on en perd notre capacité à écouter l'autre, à comprendre l'autre et à s'adapter. Et l'autre, c'est pas quelqu'un de très loin, c'est celui qui est là, à côté de nous. Fort de ton expérience d'entrepreneur, de conseiller municipal, peut-être de même maire et de musicien, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans la vie, ou un jeune qui veut s'intéresser à la politique, un jeune qui veut s'intéresser à la musique? Quel serait ton conseil à l'heure actuelle? Tu as plein de talents. La question, c'est comment tu vas les mettre en jeu. Et en plus, vous voyez, pour faire le lien avec ce côté très technicien, aujourd'hui, dans une société expert, en fait, on pousse les gens à avoir un talent et à le développer. Mais en fait, on a plein de talents. Et en fait, ce qui est génial, c'est avoir un talent, l'utiliser, le mettre en jeu. Tu as un talent dans la musique. Utilise ce talent pleinement. Mais résume pas ta vie à n'être que musicien. Tu as d'autres talents. Tu peux être analyste, data analyste. Tu peux être un coach sportif. Et en fait, la vie t'amène à miser tes talents. Et ce qui est difficile, c'est de passer d'un talent à l'autre. Et moi, si je donnerais un conseil aux jeunes aujourd'hui, c'est ne doute pas un instant que tu as des talents. Tu n'en as pas un, tu as des talents. La question, c'est toi, comment tu vas les mettre en jeu. Comment, quand tu vas être au sommet de ta gloire d'artiste, tu vas être capable de dire « mais moi, j'avais un talent pour autre chose. J'avais un talent pour gérer les entreprises. Est-ce que je suis capable de sortir de mon confort et de ma réussite et de le remettre en jeu ?» Et c'est ce qui arrive dans la politique, en fait, au final. C'est qu'il y a plein de gens talentueux à Bruges. Plein de gens pertinents, intelligents, capables, compétents. Et quelque part, ils ont une forme de réussite là où ils sont, mais ils n'osent pas récupérer, laisser ce talent et en miser un autre, par exemple en politique. Parce que ça peut leur faire peur, et je peux l'entendre, ou même ailleurs. Donc tu as des talents,
Jeune fille, jeune homme, n'en doute même pas un instant. Par contre, il faut que tu aies le courage de savoir les miser tous. Je te remercie, Michael, pour ce moment passé avec nous. Merci à toi, Merci pour Stéphane. l'interview. Et puis, j'espère qu'on va célébrer ta victoire à la mairie de Bruges ensemble. Merci à toi. Passe Merci. une bonne journée. Merci Stéphane. Bonne journée.